Bonjour Jérémy Ferrari, alors bienvenue sur Génération 2.0 et encore merci de nous accorder cette petite interview dans les loges de l'Espace Julien à Marseille. Alors tout d'abord, comment ça va? Bah, ça va très bien. Quand je sors de scène, ça va toujours bien. Ah oui, surtout après cette euphorie du public. Alors petit rappel pour nos auditeurs, vous êtes né à Charleville-Mézières, vous avez 27 ans et vous êtes un humoriste reconnu dans toute la France grâce notamment à l'émission de Laurent Ruquier intitulée On demande qu'à en rire. Alors, on va commencer par les tout débuts de votre vie, les origines de Jérémy Ferrari. Alors, quand vous étiez tout petit, donc à l'école primaire, est-ce que vous étiez soit le grand intello qui se mettait toujours au premier rang, ou soit le gamin qui restait sans amis, assis au fond, à côté du radiateur? J'étais le petit gamin sans amis au fond du radiateur. Au fond du radiateur, pas au fond du radiateur, au fond de la classe, près du radiateur. Alors, vous détestiez l'école, c'est ça, on vous forçait à y aller, quoi. Ouais, c'était pas du tout c'était pas du tout une période de ma vie que j'ai appréciée, même humainement et tout. Enfin, je me suis pas amusé. J'avais du mal à m'intégrer avec les autres enfants et j'étais pas très heureux à l'école. Voilà. Au-delà de, par contre, j'étais pas un bordélique ni rien, hein, mais je foutais pas le bordel, mais j'étais dans mon coin. J'avais pas très envie. J'étais un peu contre le système que quelqu'un d'autre choisisse à ma place que je devais apprendre. En fait, j'étais un petit peu contre ce principe. Et en grandissant, ça s'est amplifié. De plus en plus, quand moi j'ai commencé à lire de mon côté des choses, je me suis aperçu notamment qu'en histoire, selon les pays, on n'enseignait pas la même chose aux enfants. J'ai commencé à me dire, ah d'accord, donc en fait, chaque pays a l'histoire qui l'arrange. Donc à partir de ce moment-là, déjà, mon prof d'histoire m'a perdu définitivement, puisque c'était une version prédigérée, prémâchée, qui ne correspondait pas forcément à la réalité. Donc c'est un peu le problème de l'éducation nationale, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'ils nous apprennent en fait. On sait ce qu'ils veulent bien nous apprendre, mais on ne sait pas si c'est la réalité. Donc j'ai préféré continuer de mon côté moi-même, aller à la source tout seul, au moins je suis sûr de ce que j'apprends. Et c'est à quel moment de votre vie que vous avez remarqué ce petit côté comique en vous? Je sais pas. En fait, j'ai toujours été très cynique. J'ai toujours eu un humour noir comme ça. Mais je me rappelle, mes parents vous le direz mieux que moi, mais déjà petit, déjà quand j'avais 8 9 ans, je faisais déjà des blagues comme ça. Je disais déjà à mes camarades, ah, t'as vu la tête que t'as, hein, t'es moche. J'étais déjà comme ça de toute façon. Et est-ce que vous étiez prédestiné à faire ce qu'on appelle un vrai métier? Ou est-ce qu'on vous a laissé faire ce que vous désirez par-dessus tout, c'est-à-dire un artiste, quoi? Non, je crois que j'étais pas destiné du tout à faire un vrai métier, ce qu'on appelle vrai métier. Donc je suppose c'est un métier de bureau ou un métier classique qu'on obtient par les études. Je l'ai fait parce que j'ai dû le faire en arrivant à Paris, il fallait bien que je mange. Donc il a bien fallu que je fasse des boulots normaux, entre guillemets. Mais j'étais très très malheureux. Mais parce qu'en fait, c'est la même chose que l'école. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'enferme quelque part et qu'on me force à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, j'ai vraiment envie de mourir, quoi. Dès qu'on m'oblige à faire quelque chose, en fait. D'accord. Et quand voilà, vous avez connu les planches, qui vous a inspiré dans ce métier? Le premier qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Pierre Palmade, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Arnaud de sa mère qui le connaît, pour me faire plaisir, me l'a amené un soir dans ma salle. Et Pierre Palmade, en sortant, m'a serré la main en me disant bienvenue dans le succès. C'était la première fois que je le rencontrais de ma vie et c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Et c'était un soir, enfin un après-midi où il y avait mes parents et puis de la famille qui regardaient un sketch de lui sur des cassettes vidéo dans le magnétoscope, regardaient le Scrabble et qu'ils étaient morts de rire. Et je me suis dit, mais c'est formidable ça, le mec tout seul avec une table retourne des gens, retourne une salle de 2000 places, c'est ce que je veux faire. Et vous pouvez un petit peu nous raconter justement vos premiers pas sur scène, que ce soit vos premiers cours de théâtre et surtout vos tout premiers sketchs. J'ai commencé à faire du théâtre comme tout le monde à l'école. J'étais pas mauvais parce qu'on me filait toujours les premiers rôles, les machins, les trucs. Premier rôle à mon niveau. Hein, mais... À mon niveau, mais quand même, je me rappelle qu'en sixième, notamment, on avait monté une pièce d'1 heure et demie. Chaque personnage, toutes les 20 minutes, était doublé par un autre élève. Et il n'y a que moi qui étais resté tout le long pendant 1 heure et demie sur scène. Donc quand j'avais 12 ans, j'avais déjà réussi à apprendre un texte d'1 heure et demie, être tout seul sur scène. C'est mes profs de dessin et de piano qui montaient ce club de théâtre, qui me suivent d'ailleurs maintenant encore, c'est assez rigolo. Après, j'ai rencontré Bruno Ognon, directeur du théâtre de Charleville-Mézières, qui est un grand professeur de théâtre, qui au bout de quelques mois m'a proposé de prendre des cours particuliers gratuitement. J'ai dit ok, et il m'a fait travailler beaucoup de classiques, beaucoup de choses qui étaient complètement hors de ma personnalité. En fait, là où il a été très intelligent, c'est qu'en fait, il m'a fait travailler tout ce que j'avais pas envie de faire.
Et il a été un psy aussi. Parce que j'étais quelqu'un de très torturé et très plein de choses. Et il a passé la moitié du temps à me faire travailler des textes et l'autre moitié à parler avec moi en fait. Et de manière totalement désintéressée. C'est assez beau quand même. Et il a fait un truc qui est hyper culotté, c'est que quand j'avais 17 ans, mes parents sont allés le voir pour lui demander est-ce qu'il fallait me laisser partir à Paris tout seul en étant mineur. Il a dit oui, en ayant conscience de toute la gravité de ce que cela pouvait impliquer si ça fonctionnait pas. Je peux vous dire que quelqu'un qui croit autant en moi, pour l'instant, j'en ai pas rencontré. D'accord. Et voilà, quelques temps après, vous avez donc connu une période assez compliquée, jusqu'à même penser à abandonner le dessus des planches. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là en fait? Mais c'était la merde, hein. Non, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous vous retrouvez à bouffer des compotes de pommes à la bougie, parce qu'on vous a coupé le courant, tu peux pas appeler tes potes parce qu'on t'a coupé le téléphone. Et que ça fait 10 ans que tu fais ça. Moi, il faut quand même savoir qu'avant de démarrer ça, j'avais joué déjà 6 ou 700 fois à Paris. 3 one-man shows différents. J'avais écrit un, j'avais joué 300 fois, le deuxième 200, et l'autre, pareil, 100 ou 200 fois. Que des spectacles que je jouais dans des toutes petites salles de 25 ou 30 places, soit que je louais avec de l'argent que je faisais à côté, soit que je louais pas. Enfin voilà, j'ai joué des centaines et des centaines et des centaines de fois à Paris devant des publics, des salles vides. Je me suis acharné et on me donnait pas de poste à la radio, pas de poste à la télé. On me refusait des festivals d'humour, ce qui fait que je pouvais pas aller jouer en province parce que vous savez, il y a plein d'humoristes pas connus qui tournent en province et qui gagnent très bien leur vie, hein. Il suffit juste d'être accueilli dans les cafés-théâtres des villes de province, c'est tout. Et là, vous arrivez à gagner 1000, 1500 euros par mois, 2000 euros par mois. Bah oui, mais enfin moi je trouve ça un très beau salaire en ayant la liberté d'être comédien. Mais seulement comme on me refusait partout, eh ben, j'étais accueilli nulle part, même pas en province. Parce que les festivals d'humour donnent la possibilité aux artistes d'aller faire de la province. Et moi, on voulait pas. Alors du coup, les gens me connaissaient pas. Donc je ne gagnais pas 1 euro avec mon métier. Et si vous voulez, faire vendre des chemises la journée et faire de la sécurité au Stade de France le soir pour payer une salle pour jouer devant 4 personnes, au bout de 10 ans, vous dites c'est pas possible en fait. Enfin, là, au bout de 10 ans, déjà, je sais pas qui aurait tenu 10 ans à s'acharner autant, parce que vous pouvez tenir 10 ans si vous faites des pauses. Moi, j'ai jamais lâché l'affaire. Et au bout d'un moment, j'étais vraiment malheureux, quoi. Et j'ai perdu foi en moi, quoi. Du jour où j'ai perdu foi en moi, j'ai dit j'arrête. Et puis 2-3 jours après, on me propose cette émission. Et là, tous mes potes me disent, mon entourage, ma famille me dit écoute, ça fait 10 ans que tu nous casses les couilles, que personne ne veut de toi en télé. Maintenant qu'on vient de chercher, au moins fais-en une. Et j'en ai fait une, et puis 2, puis 3, puis 100. Voilà. Et à un moment donné, vous dites dans votre spectacle, en plus de ça, que vous avez travaillé chez Orange, qui est un métier qui n'a absolument rien à voir avec la scène. Non, mais c'était pas le pire. C'est pas le pire des boulots que j'ai fait. Parce que moi, j'ai fait groom, j'étais habillé comme Spirou, et je livrais des surgelés dans Paris en camionnette. Pourquoi en camionnette livrer des surgelés en Spirou, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et puis, voilà, et puis à un moment donné, vous décidez malgré tout de garder la tête haute et de revenir sur scène. Et vous participez donc à l'émission On demande qu'à en rire. Et là, vous connaissez un essor considérable. C'est parti d'où ce choix de faire cette émission? Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui m'ont appelé en fait. Donc je voulais, moi, je j'ai pas prévu de le faire. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai revu l'émission première fois, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait kiffer les gens de voir des humoristes se faire déglinguer, kiffer les gens de voir les humoristes se faire noter. Il est hors de question que je fasse ça. Mais il y avait un truc très beau dans cette émission. Le truc très beau, c'est qu'en fait, le côté scolaire de l'émission permettait toute liberté d'expression. Parce que si vous avez quelqu'un qui dérape, vous avez des juges qui sont là, soit pour le stopper, soit pour désamorcer tout de suite. Et donc, dans un paysage humoristique français où le politiquement incorrect n'est pas accepté, il n'y avait qu'une émission comme celle-ci où je pouvais me faire connaître en fait. Donc ça a été un énorme coup de chance pour moi. Alors, on va un petit peu revenir sur le Festival d'Avignon de 2012. Vous avez joué pendant 3 semaines non-stop au Théâtre du Palace. Et là, votre talent se confirme puisque vous avez égalisé le record du nombre de spectacles à guichet fermé en affichant 22 spectacles complets et plus de 7700 spectateurs. Et le scoop, c'est que vous n'avez distribué aucun tract. Donc, quel souvenir gardez-vous de ce Festival d'Avignon Alors, le Festival d'Avignon, c'est particulièrement joli aussi comme histoire parce que je l'ai fait 4 années de suite. La première fois, j'y suis allé avec Alléluia Bordel, donc le spectacle qui connaît le succès maintenant. J'y suis allé, je jouais dans une salle de 20 places. J'étais tombé sur des directeurs de théâtre, de l'Observance, qui sont des gens formidables, qui avaient bien compris que j'avais pas l'argent pour louer la salle,
qui avaient fait semblant de me croire quand je leur disais que j'avais payé à la fin, et qui se sont occupés de moi vraiment comme des parents, quoi. Et je tractais 10-12 heures par jour pour avoir 10-15 personnes dans la salle. J'y suis retourné la deuxième année, là c'était pire. Enfin, en tout cas au niveau du logement, parce que là je dormais dans un 14 mètres carrés qu'on partageait à deux. Ça je m'en rappelle bien, sans clim à Avignon, un 14 mètres carrés à 14-15 minutes à pied des remparts. Ça je m'en rappelle bien. Et là je vais dans une salle, dans la même salle, que je remplissais un peu plus, parce que là j'avais eu un petit bouche-oreille de la première année. Après j'ai eu la troisième année avec le festival, avec On ne demande qu'à en rire, où là j'avais déjà du succès dans la salle. Donc là je suis resté au même théâtre pour les remercier de m'avoir soutenu pendant les 2 années d'avant. J'ai loué la grande salle de ce théâtre-là, parce qu'il y avait une 25-30 places et une 90. J'ai loué à 90. Mais comme il y avait une forte demande, j'ai joué 2 fois par jour. Donc je jouais à 18h et à 21h tous les jours pendant un mois. Au Festival d'Avignon, on a fait complet tous les jours. Les 2 représentations complètes du début à la fin. Donc c'est là en fait où j'ai battu le nombre de représentations complètes. Le nombre, on parle de nombre de représentations complètes, parce que j'ai fait en gros 58 complets. Après, la 4e année, on y est retourné. On a pris la plus grande salle d'Avignon, le Théâtre du Palace. Et là, c'est le nombre de spectateurs que j'ai battu. Le nombre de spectateurs, historique du nombre de places vendues, c'est là, avec effectivement 7700 éléphants. On a fait complet tous les jours, du premier au dernier jour au festival. Ah, on me dit, ouais, on a fait plus de 8000 billets vendus. Ah oui, d'accord, c'est encore en 3 semaines. C'est encore plus long. Ah oui, d'accord. Et là, on a battu le record officiel du nombre de billets. Donc j'ai le record du nombre de complets, le record du nombre de billets. Ah bah, c'est parfait, c'est très très bien. Dans des places à Manuel Prat. Ah mais vous le méritez, il y a aucun souci. Alors, et en ce moment, voilà, vous cartonnez avec le spectacle Alléluia Bordel. Ça a dû vous demander un travail d'acharnement quand même, hein. Oui, parce que la religion, pour l'imposer, au départ, c'est très compliqué. Déjà, j'ai pas les producteurs que j'ai maintenant. Au début, quand j'ai commencé Alléluia Bordel, j'avais des producteurs très frileux qui croyaient pas au spectacle et qui me disaient faut changer. J'ai pas laissé tomber. Je me disais non, et je crois pas qu'il faille changer. Et après, je suis tombé sur les producteurs que j'ai maintenant, 20h40 Productions, qui eux y ont cru. Les mauvaises langues diront qu'ils sont venus me chercher quand j'ai commencé à faire de la télévision, mais je devais en être à mon 2e ou 3e passage chez Laurent Ruquier, donc on pouvait pas pallier sur un succès à mon 3e passage. Et ils ont été là dès le départ, ils y ont cru, et grâce à eux et grâce au travail d'acharnement que j'ai fait sur l'écriture de ce spectacle, parce que j'ai beaucoup travaillé pour qu'il soit extrêmement efficace en fait. J'ai voulu prouver que l'humour noir et la religion alliés ensemble, eh ben, ça pouvait faire un spectacle aussi drôle que si je parlais de rencontres en boîte de nuit, de sujets légers. Ce que je veux dire, c'est que, parce que je crois pas que ce soit très drôle de parler de rencontres en boîte de nuit, en tout cas aussi drôle et efficace qu'un spectacle très léger, très grand public. Je crois que l'humour noir est très grand public, contrairement à ce qu'on pense. Et j'aimerais bien arriver à faire entrer ça dans la tête de certains décideurs qui bloquent les portes souvent de mecs comme moi qui font de l'humour noir. Et il faut comprendre que l'humour noir, s'il est bien fait, peut être grand public. Et je donne souvent l'exemple de Coluche, qui était quand même l'humoriste préféré des Français et qui était quand même, on ne le rappelle pas assez souvent, un grand spécialiste de l'humour noir. Alors maintenant, parlons de vos futurs projets, notamment pour le cinéma. Est-ce que vous avez un tournage de prévu pour un film en particulier ? Oui, en fait, normalement, moi j'ai reçu quelques propositions de scénarios pour moi en tant que comédien que je suis en train de lire et d'étudier, de regarder. Je suis très content parce que j'avais très envie de faire du cinéma. C'était pas ma vocation première, puisque contrairement à beaucoup d'humoristes qui disent ah ben moi je me fais une vitrine en faisant du one man show pour faire du cinéma, moi non, je fais du one man show parce que vraiment j'aime le one man show, mais j'aimerais beaucoup faire du cinéma aussi, donc là ça commence à arriver. Mais par contre le truc un peu plus concret, c'est mon film à moi que je suis en train d'écrire, qui est produit par Philippe Lefebvre, Manuel Moons et France 2, dont le tournage normalement est prévu pour le printemps si je respecte les délais d'écriture. Et qui va réunir dans les personnages principaux d'ailleurs Arnaud de Samer, Nicole Ferroni et Florent Père, parce que c'est pareil, je trouve que ce sont des comédiens hors normes, au-delà des humoristes qui sont des putains de comédiens comme on dit, et ce sont des copains en plus, et c'est une comédie chorale, donc sombre chorale, une comédie sur le chômage, très drôle, vous allez voir, ça c'est bien rentre dedans, et il se trouve qu'il y a 4 personnages principaux, alors autant faire travailler les copains, ça changera un peu comme d'habitude de voir les mêmes têtes au cinéma. On a réussi à imposer les nouvelles têtes des humoristes, on va essayer d'imposer les nouvelles têtes au cinéma. Et espérons donc le million d'entrées pour la première semaine, hein, si c'est si c'est possible, ça serait génial. Alors voilà, donc maintenant, bon,
on va passer à l'ultime question, la toute dernière question, que j'appelle la question inutile mais compliquée. Alors vous allez voir pourquoi. Donc c'est parti, allez, nous y allons. Quand est-ce que vous avez adopté pour la toute première fois cette coupe de cheveux? J'ai une réponse qui est très crédible. Avant, j'avais les cheveux très courts, rasés, limités, etc. Et en fait, on m'a donné le premier rôle dans une pièce de théâtre où je jouais Arthur Rimbaud. Et je jouais Arthur Rimbaud quand il avait 18-19 ans. Et il avait les cheveux longs à ce moment-là. Je me suis donc laissé pousser les cheveux. C'est de là qu'est venu ce tic, parce que j'avais pas l'habitude d'avoir les cheveux longs, donc j'arrêtais pas de faire ça. Et dans cette pièce, je passais beaucoup de temps à écrire ou à avoir la tête comme ça. Et mon prof de théâtre me disait, surtout, passe-toi régulièrement la main dans les cheveux, qu'on perde pas ton regard. C'est resté, j'ai toujours passé ma main dans les cheveux. Et après, quand j'ai eu les cheveux longs, les gens m'ont dit, ah bah ça te va plutôt bien, reste comme ça. Et puis comme j'ai un côté un peu bohème, un peu rock, ça correspondait un peu plus à la personnalité que la coupe un peu militaire que j'avais avant. Donc j'ai opté pour cette coupe de cheveux. Voilà. Ah, d'accord, ça va de loin, ça va très très loin, d'accord. Ah bah très bien, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Encore merci de nous avoir accordé cette interview. Alors on le rappelle pour nos auditeurs, on peut vous apercevoir en ce moment sur le Ondar Show, diffusé tous les samedis 19h-20h sur France 2. Voilà, ben merci beaucoup et voilà, donc c'est terminé. C'était l'interview de Jérémy Ferrari et encore merci de cette interview. Au revoir.